Ensuite, ça va être avec Marion de Silence qui va revenir, elle va le dire mieux que moi, sur le récent dossier pour les 40 ans de Silence sur les victoires de l'écologie. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et donc, moi, je suis Marion, je travaille à la revue Silence. Donc, je m'occupe de la diffusion de la revue. Et oui, ce soir, je vous propose qu'on parle des victoires de l'écologie, qui est le sujet d'un de nos derniers dossiers. Voilà, donc le temps, je vous propose qu'il se divise un peu en deux parties. D'abord, une petite présentation courte de Silence et surtout une présentation des points principaux, des points intéressants qu'on a relevés pendant notre enquête là, qui a duré 2 ans sur les victoires de l'écologie. Donc une petite partie comme ça. Et après, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir aussi des échanges à partir de quelques questions où là, vous serez vraiment invité à parler, faire vos propositions de réponse dans le chat. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à juste poser vos questions dans la discussion. Je pense que Mathieu m'aidera à modérer le tout. Avec plaisir. Merci. Je ne sais pas combien on est là, c'est bizarre d'être juste face à mon écran. Vous savez combien on est là, tous ensemble? Ça fluctue, on est monté jusqu'à plus de 50 tout à l'heure. Et... Ok, ça marche, trop bien. Eh bien, ça fait plaisir. Alors déjà, première question, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà la revue Silence? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat si vous connaissez, et puis si vous la connaissez, ah cool, merci Rémi. Qu'est-ce que vous en savez si vous la connaissez? C'est bien, je vais pouvoir réexpliquer Bénédicte pour ceux qui ne connaissent pas. Ça me dit quelque chose très très vaguement, ouais. Est-ce que, dans les gens qui connaissent, il y en a quelqu'un qui veut le dire Silence, ça vous évoque quoi? Ça fait un peu moins descendant comme ça, je ne vous fais pas une présentation en bloc. Ouais, une des premières revues écologistes en France. Merci pour vos commentaires. Cool. Bon, y a plein de gens qui connaissent. Alternative dans plein de domaines, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que les alternatives sont au corps de Silence. Je vais vous en reparler. Merci pour vos petits mots qui font plaisir. Céline, je vois que tu es à Lyon. Moi, je vous parle de Lyon aussi. Voilà. Éducation, habitat, oui, c'est des sujets qu'on traite aussi pas mal. Lu il y a au moins 25 ans. Oui. Bon, alors je démarre. Silence est la plus ancienne revue écologiste française. Alors, ce n'est pas la première. Il y en a eu d'autres avant nous qui se sont arrêtés depuis, notamment la Gueule ouverte, qui a donné en fait ensuite le nom de Silence, un peu en contrepoint au ton employé dans la Gueule ouverte. Donc, Silence a 40 ans, voilà, cette année. On a fêté les 40 ans de la revue, et notamment avec ce numéro spécial sur les victoires de l'écologie. Et donc, c'est une revue qui paraît tous les mois. Donc, à la base, elle a été créée par des étudiants antinucléaires. Voilà. Et en fait, progressivement, la revue s'est structurée et puis elle a beaucoup porté des sujets, notamment de la décroissance. Voilà. Elle a vraiment contribué à faire connaître la décroissance. Donc, c'est un média libre, c'est un média indépendant et militant. Donc, c'est un média qui vit sans publicité, donc, je crois que je l'ai déjà dit, mais qui paraît tous les mois. Et la manière dont on vit financièrement, c'est par les abonnements et par les ventes des autres outils qu'on peut faire, d'affiches, de livres, etc. On est uniquement sur papier, ce qui est assez rare encore aujourd'hui. Voilà.
Et c'est une revue participative. Donc, donc la plupart des articles sont écrits par des personnes bénévoles, des militants, des militantes qu'on va solliciter, des chercheuses ou des chercheurs. Voilà, enfin, c'est assez varié, mais c'est essentiellement des personnes bénévoles. Voilà. Et au niveau de nos valeurs, ben, du coup, vous le disiez déjà un petit peu dans le chat, la devise de Silence, c'est écologie alternative, non-violence. Donc, l'idée de Silence, c'est vraiment de décloisonner les luttes, de faire du lien entre l'écologie et le féminisme, l'écologie et voilà, par exemple, voilà, tout ce qui est du post-colonialisme, etc. Et ce dont on va parler, c'est vraiment les alternatives. Donc, voilà, c'est très, très large. Autant les lieux de solidarité avec des personnes migrantes que des projets féministes, les ZAD, les luttes, etc. Voilà. Et donc, Silence, c'est une association. Donc, voilà, je termine cette présentation là-dessus. On est une association où il y a 4 salariés à Lyon dont je fais partie et beaucoup de bénévoles partout en France qui nous aident à faire connaître la revue. Et voilà, donc c'était pour la petite présentation parce qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas la revue. Donc, je trouvais que c'est important de vous redire un petit peu, vous resituer un peu d'où je parle. Voilà. Alors, si ça vous va, je vais vous parler du travail là qu'on a mené ces 2 dernières années sur les victoires de l'écologie. Donc, j'ai à côté de moi le numéro que vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, il ressemble à ça. Ouais, on voit un peu rien, mais ça va. Donc, en fait, ces 2 dernières années, en plus des numéros qu'on a publiés tous les mois, il y a eu un énorme travail d'enquête qui a été réalisé sur les victoires d'écologie. On est parti de 180 victoires. Donc, il y en a beaucoup, mais ce n'est même pas toutes les victoires qui existent. Mais donc, à la base, on est parti de 180 victoires. Et donc, il y a toute une équipe qui s'est montée, donc des personnes du comité de rédaction de Silence, des étudiantes qui sont venues aussi soutenir ce travail-là, qui ont largement contribué d'ailleurs à faire aboutir ce projet. Et on a analysé en fait ces 180 dates en essayant de comprendre en fait qu'est-ce qui se croise dans ces luttes-là, c'est quoi les types de mobilisation qui mènent à la victoire, qui prend la décision au final des victoires, etc. etc. Donc c'était un travail de longue haleine qu'on a voulu sortir au moment de nos 40 ans pour célébrer et nos 40 ans et puis les victoires de l'écologie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un travail assez inédit parce qu'on parle peu des victoires et je vais revenir un petit peu là-dessus. On parle peu des victoires parce que ça fait débat en fait le mot victoire. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui, sûrement voient pourquoi il peut faire débat ce mot victoire. Et alors là, ce que je vous propose de faire, c'est que, en fait, moi, je n'ai pas participé moi-même à faire ce projet-là, mais du coup, j'ai lu la revue, j'ai participé à un comité de rédaction. Et j'aimerais vous transmettre là les points que moi, j'ai trouvé intéressants, ce que j'ai appris. Donc, je les ai résumés un peu en 10 points sur les victoires de l'écologie. Et je vous propose de commencer. Je ne vais pas oublier de respirer parce que je suis pas assise dans une position très pratique. Voilà. Alors, déjà, je disais, le sujet des victoires, il est assez peu traité parce que la notion de victoire, elle fait débat. En fait, déjà, c'est dur de considérer qu'il y a une victoire quand il y a un militant ou une militante qui a été tué par la police pendant la lutte. Est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire quand le projet il s'est déplacé ailleurs? C'est le cas, par exemple, de dépôts Amazon qui ne se construisent pas ici. Le projet est abandonné ici, mais en fait, il est construit plus loin. Voilà, en fait, c'est quand même beaucoup de choses. Là, je donne que 2 exemples, mais il y en a plein d'exemples qui font que vraiment, des fois, on se demande si on peut encore considérer ça comme une victoire.
Ce dont on parle aussi dans le numéro, c'est que voilà, les victoires, elles peuvent aussi nous aveugler sur d'autres projets néfastes qui ont lieu ailleurs en même temps. Pendant qu'on fête une victoire, il se passe d'autres choses ailleurs et des fois, ça peut aussi invisibiliser. Voilà. Et puis, il y a certains problèmes qui émergent après la victoire aussi. Une fois qu'il y a victoire, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on propose quelque chose? Souvent, ça s'est créé déjà au moment de la lutte. Mais là, je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes où après la victoire, la question de l'après, elle a vraiment été conflictuelle, notamment le rapport à la légalité. Voilà. Donc, une fois qu'il y a victoire, il y a aussi l'après. Voilà. Puis, il y a des victoires qui sont un peu des semi-victoires. Par exemple, il y a une construction d'une route, mais en artificialisant moins de terre que prévu. Voilà. Est-ce que ça, c'est une victoire? Bon, c'est des vraies questions. Je n'ai pas la réponse. Et puis, enfin, il peut y avoir une dose de victoire dans certaines défaites. Enfin, voilà, on peut aussi considérer que dans certaines défaites, elles ont permis de créer autre chose. Elles ont permis de créer, par exemple, du lien sur un territoire. Elles ont permis de se faire bouger des gens qui auraient jamais milité avant, par exemple. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça, enfin, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà pourquoi le terme de victoire, il fait débat. Et donc là, j'en viens enfin à mes 10 points, du coup, que j'ai trouvé intéressants un peu dans cette enquête. Et n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des questions, s'il y a des trucs que je dis qui ne sont pas clairs, vous mettez vos questions, puis on les reprendra tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit dans les victoires qui ont été analysées, c'est d'abord que les luttes victorieuses, il y en a partout et dans tous les secteurs. Et là, j'aimerais voir si je peux vous partager mon écran, mais je ne sais pas. Ah si, je pense que je vais pouvoir faire ça. Waouh! Est-ce que vous voyez mon écran là? Je sais pas. On le voit. Ouais, On le voit. ah, trop bien. Super, je ne suis vraiment pas... Voilà, ok, nickel. Du coup, je vous partage l'affiche qui a été publiée. Donc, c'est l'affiche qu'on a sortie en même temps que le numéro. Et c'est juste pour illustrer là, ce que je viens de dire sur des victoires, il y en a partout et dans tous les secteurs. En fait, cette affiche sur les victoires de l'écologie, donc là, il y a 50 victoires. On voit qu'il y en a sur tout le territoire. Donc, enfin voilà, vous voyez, un peu, on essaie d'en trouver partout. C'était pas très compliqué. Voilà, dans les outre-mer aussi. Et je vous fais un zoom sur les secteurs de lutte. Parce que du coup, en fait, toutes les victoires de l'affiche, elles sont classées par secteur de lutte. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y en a dans tous les domaines des victoires, donc urbanisme, armée, barrage, extractivisme, loisirs, commerce, agriculture, nucléaire, transport, énergie, déchets. Et encore, on a fait un choix, hein, donc il y en a dans bien d'autres domaines, mais voilà, on s'est déjà focalisé sur ça parce que ça faisait déjà énormément de choses à dire. Alors, deuxième point, il y a des victoires qui sont connues, enfin, assez connues, voilà, comme Notre-Dame-des-Landes, le Larzac, voilà, Plogoff aussi. Et il y en a qui sont vraiment moins connues. Moi, une qui me vient en tête, c'est par exemple, c'est une victoire dans la Drôme, sur le mont Vanille, contre une carrière. C'est à Saint-Nazaire en Royan. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur le sujet. C'est un documentaire qui s'appelle Des cailloux dans la chaussure. Voilà, donc c'est une victoire qui est moins connue, mais voilà, là, on a essayé aussi de parler des victoires moins connues, parce qu'il y en a plein. Voilà. Le troisième point que je voulais vous dire, c'est que les luttes, elles peuvent être vraiment très longues. Enfin, peut-être que ça vous paraît évident, mais c'est assez frappant quand on lit l'enquête. Là, c'est voilà, Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est 30 ans. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de luttes qui durent des dizaines d'années, quoi. Et voilà, à chaque fois dans les luttes, dans les victoires, là, il y a sur la carte les dates. Et on se rend compte que c'est souvent vraiment des luttes de longue haleine avant d'obtenir la victoire. Le
quatrième point que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est dans le secteur du tourisme qu'on remporterait le plus de victoires. Donc, tous les projets qui sont liés au ski, au golf, les center parks, etc. En fait, ça peut s'expliquer assez logiquement puisque c'est des projets qui sont souvent dans des espaces préservés. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est plus facile, entre guillemets, d'obtenir la victoire parce que l'espace est protégé, donc on fait valoir ça quoi, pour faire annuler le projet. Voilà. Ensuite, donc 5e point, les types de mobilisation, ils sont vraiment très divers et ils se complètent dans une même lutte. Donc ça, c'est vraiment frappant, quoi. Voilà. Donc, par exemple, c'est souvent la création de collectifs, les manifs, les blocages, des actions ultra créatives, de plantation, voilà, plein de choses. Attends, pardon, j'ai pas des exemples super concrets là, mais je sais que c'est un truc qui m'a frappée, c'est de voir la créativité aussi qui est mise en place dans ces luttes-là. Voilà, mais aussi la médiatisation, les actions juridiques. Voilà, c'est un panel d'actions vraiment variées. Justement, donc le 6e point, c'est par rapport à ces actions juridiques. Les actions juridiques, on se rend compte que c'est vraiment un élément déterminant pour les victoires. C'est une stratégie qui est fondamentale pour gagner même. Enfin, voilà. La majorité des victoires recensées, elles ont choisi d'utiliser du juridique. Et je le dis parce que ça fait beaucoup de débat, ça, en fait. Enfin, je sais que dans pas mal de groupes militants, on se pose la question de est-ce qu'on utilise des outils juridiques. Voilà, pareil, la question de la légalité, etc. Bon, en l'occurrence, dans les victoires qu'on a analysées, on voit que c'est quelque chose qui permet de faire abandonner les projets. Voilà. Ouais, c'est souvent l'illégalité du projet qui permet d'obtenir la victoire, en fait. Voilà. Et donc, alors, il me reste 4 points. Alors, la 7e chose que je voulais vous dire, c'est un petit peu lié, mais donc il y a différentes stratégies qui se complètent entre le niveau local et le niveau national. Donc, niveau local, où il y a des aides, des blocages au niveau local sur le lieu là où veut s'implanter le grand projet inutile. Et au niveau national, où il peut y avoir un écho médiatique qui peut aider à faire aboutir la victoire. Voilà. La 8e chose, c'est lutter le plus tôt possible. On se rend compte que les luttes qui mènent aux victoires, c'est aussi qu'elles ont commencé suffisamment tôt, avant les premiers coups de pelle du projet. Voilà. Voilà, peut-être que pour certaines, ça paraît évident, mais voilà, c'est vrai que plus on est là tôt, plus la victoire a de chance de réussir aussi parce qu'on s'empare vraiment, on s'organise rapidement, quoi. Voilà. Ensuite, donc le point 9, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ce qu'on observe, c'est que les luttes, elles fédèrent des gens hyper différents. Donc, si vous avez déjà contribué à des luttes, voilà, sûrement, ça ne vous étonne pas du tout ce que je dis là. Mais voilà, les luttes, elles vont vraiment fédérer des gens super différents qui ont des intérêts différents aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il va y avoir les gens du coin, les locaux, qui sont d'ailleurs pas forcément des militants et des militantes à la base, mais qui sont là parce qu'ils veulent protéger leur espace, leur lieu de vie, qui sont parfois rejoints par des militants, militantes des alentours, des militants, militantes qui viennent de la ville aussi. Il y a des associations et ONG qui vont apporter leur soutien. On voit que les associations et les ONG, elles vont notamment aider sur le financement des luttes, les actions juridiques, parce que souvent les assos et ONG, elles sont un peu plus structurées pour porter des actions juridiques. Et puis aider à médiatiser les luttes aussi. Elles peuvent aider à ça parce qu'elles ont souvent déjà un peu une envergure nationale, quoi. Voilà, les partis politiques aussi qui peuvent être des alliés. Enfin, là, j'en cite quelques-uns, mais c'est vrai que c'est assez divers.
Voilà. Et puis un peu mon 10e point, c'est que sans les luttes, le monde serait bien pire. Ça aussi, c'est peut-être un peu une évidence, mais c'est vrai que la fiche, quand on l'a conçue, on s'est dit que on pouvait presque en avoir une lecture un peu dystopique, une lecture dystopique de la carte où on voit que ça serait des projets qui existeraient partout, en fait, sur cette carte-là, s'il n'y avait pas eu de lutte. Donc, c'est aussi l'intérêt de redire l'importance des luttes, quoi. Voilà. Parce qu'on est là aussi, parce que pour Silence important, la non-violence, vraiment, ça fait partie un peu des piliers de la revue, et qu'on est là aussi pour en parler. Je fais un tout petit point sur comment on a traité la non-violence dans cette enquête-là. Donc, dans le dossier, il va plutôt décrire des pratiques, et on voit que dans leur immense majorité, elles sont non violentes dans les luttes qu'on a analysées. Mais le dossier, on ne fait pas un focus dessus, on ne le clame pas, on l'explique à aucun moment. C'est juste que ça apparaît dans les faits de manière un peu pragmatique. Donc, par exemple, il y a un article sur les stratégies pour gagner qui fait référence à la désobéissance civile. Puis il y a un entretien avec José Bové qui s'inscrit aussi dans la non-violence. Mais sinon, les combats qu'on décrit, dans leur grande majorité, ils sont non-violents sans qu'on le dise explicitement. Voilà. Mais ça reste quelque chose qui est super important pour Silence. Voilà, donc j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire. Juste, pour conclure, dire que ce numéro qui est sorti en octobre et l'affiche qui est sortie aussi en parallèle, ils ont vraiment été conçus comme des outils pour les militants et militantes d'aujourd'hui. En espérant que ça permette un peu des fois de prendre du recul sur le sujet des victoires. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que ce sujet, des groupes puissent s'en emparer pour réfléchir à et nous, la victoire, comment on appréhende ce concept de victoire. Comment on se projette dans la victoire. Est-ce qu'on a célébré nos victoires aussi? Et voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et peut-être qu'avant de passer un peu aux questions que j'avais envie, sur lesquelles vous pouvez réfléchir, regardez un peu vos questions pour y répondre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à continuer de les poser dans le chat. Alors déjà, Bénédicte, oui, on peut s'abonner de l'étranger. Il faut aller voir sur le site internet de Silence, il y a tout. Il ne faut pas avoir là les victoires modestes. Les victoires sont bonnes pour le moral. Oui, je suis d'accord aussi que les victoires, ça fait aussi du bien au moral, qu'on a besoin de se rappeler qu'il y a eu des victoires, que ça redonne un peu du souffle. C'est vrai que l'idée de ces outils aussi, c'est de redonner du souffle, quoi. Y a-t-il eu des victoires dans les Hauts-de-France? Oui, il y a eu des victoires dans les Hauts-de-France, mais j'avoue que je ne connais vraiment pas par cœur les victoires, parce qu'il y en a beaucoup et que je n'ai pas pris les 180. Mais ouais, je suis sûre qu'il y en a, mais je ne sais pas. Mais peut-être que du coup, c'est l'occasion d'aller regarder, dans les archives de Silence peut-être, ou ailleurs, lesquelles victoires ont eu lieu dans les Hauts-de-France. Je vois qu'il y avait la ferme des 1000 vaches qui avait été pas mal médiatisée, qui était dans la Somme, donc je crois qu'ils vont aller Oui, aux Hauts-de-France. Et, oui, voilà, qui a obtenu une victoire, donc ça, c'est carrément. une belle victoire. Oui, c'est vrai. Merci pour vos commentaires. J'aime beaucoup l'idée de chercher les victoires, que c'est déjà politique peut-être comme démarche, et c'est peut-être une pratique de non-violence envers nous-mêmes. Oui, peut-être ça va aussi dans le fait de prendre soin de nos collectifs aussi, oui, d'avoir en tête ce concept de victoire et de les célébrer. Merci, ça fait plaisir de lire votre enthousiasme. On avait animé un petit peu une soirée, du coup plus en mode débat entre les gens. Là, vous ne pourrez pas vraiment le faire, mais on essaie d'en animer un petit peu quelques-unes là. Et c'est vrai qu'on avait senti que ça, en fait, juste le fait de se poser la question de la victoire, ça redonne un peu du souffle, de se dire, OK,
En fait, c'est concret la victoire. Il y a des choses concrètes derrière une victoire. C'est pas juste un grand concept, voilà, qui, qui est inaccessible. Enfin, même si comme on voit, ça peut durer 30 ans les luttes, hein, mais oui, débat dans le chat, tout à fait. On va pouvoir débattre dans le chat. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous propose Donc, j'ai un peu 3 questions sur lesquelles je vous invite enfin, n'ayez pas peur, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Malheureusement, je ne vais pas vous dire si c'est bon ou pas ce que vous dites. C'est vraiment juste l'idée de réfléchir ensemble à ce sujet-là, quoi. Alors, déjà, la première, c'était plus comment dire? Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, tout à fait. La première question, c'est voilà, déjà, est-ce que vous avez un exemple de lutte écologiste victorieuse? Peut-être dites-le si vous y avez participé. Ou s'il y a une lutte qui vous touche en particulier, qui vous parle et pourquoi. Voilà, donc peut-être je vous laisse un petit peu le temps pour l'écrire parce que c'est voilà. Mais est-ce que vous connaissez une lutte victorieuse? Est-ce que vous y avez participé? Si vous y avez participé, ça peut être bien, ça peut être intéressant. Et sinon, voilà, est-ce qu'il y a une victoire qui vous touche? Pourquoi elle vous touche plus qu'une autre? Voilà. Et alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont en train d'écrire, mais je me dis des fois, ça peut aider quand la personne, elle donne déjà, enfin, un peu de... Enfin, si je peux répondre pour moi, ouais, une lutte qui me touche, c'est un truc juste vraiment très personnel, c'est la victoire du Larzac. Parce qu'en fait, j'en avais jamais entendu parler avant d'aller faire un woofing là-bas. J'ai vraiment découvert le truc sur place, donc j'avoue, je me suis sentie assez bête de ne pas connaître la victoire quand j'ai vu l'ampleur que ça avait, la résonance que ça avait encore aujourd'hui sur le territoire, quoi. Mais c'était hyper intéressant et c'est un lieu où j'aime bien retourner et qui est assez, qui est encore très, il y a beaucoup de dynamique politique en fait que je trouve intéressante. Et voilà, en tout cas, moi, par exemple, le Larzac, je sais que ça me touche parce que j'y suis allée, que j'ai découvert que je ne faisais pas partie de la génération Larzac et que voilà, c'est un bel héritage aussi. Ah, super! Le Larzac touchant pour moi car j'ai connu mon épouse. Génial. Génial, ouais. L'action des faucheurs volontaires à laquelle je participe très, très modestement. Il y en a beaucoup des actions, mais c'est vrai que moi, du coup, si je réponds pour moi, les actions auxquelles je participe, elles ont, je pense, pas encore eu le temps d'être victorieuses. Mais comme tu disais, c'est des actions qui peuvent être très long terme. Je me souviens que quand j'avais parlé avec Guillaume Gamblin, ton collègue, sur une dernière lettre d'information où il m'avait dit que certaines actions prenaient parfois 40 ans avant d'obtenir gain de cause. Donc, c'est vraiment des actions très, très longues. Ouais. Mais, et puis, c'est vrai que derrière, il y a même, une fois qu'on a eu gain de cause sur, par exemple, un grand projet inutile ou quoi, il y a aussi qu'est-ce qu'on arrive à faire de la terre qu'on a sauvée, etc. Et ça, des fois, c'est aussi vachement enthousiasmant. Il y a beaucoup de possibles. Alors, c'est pas toujours simple, mais c'est aussi des belles choses qu'on peut reconstruire. Souvent, ça crée des collectifs comme à Notre-Dame-de-Landes, comme au Larzac. Il y a ça. Et après, c'est inspirant pour la suite. Mais, c'est vrai qu'il y a, il y a- Carrément. il y a le triangle de Gonesse où moi, j'étais allé à plusieurs reprises. Et Ouais. il y a les jardins d'Aubervilliers qui sont toujours en Oui. cours. Carrément. Mais ouais. Tiens, elle est là.
Victoire de Gonesse. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas si Il y a eu une première victoire. Maintenant, il faut se battre contre la gare qui Ouais, n'a bah pas oui. disparu en même temps que le projet. Mm. Mais bon. Ouais. Touchant pour moi car mon papa y est très actif, qui contribue à faire bouger les lignes, les lois. Ça me donne de l'espoir, même si tout est loin d'être fini. Ouais, merci Céline. Donc sur l'action des faucheurs volontaires, tu disais du coup. Ouais, sur les 1000 vaches. Ouais, tout ce qui touche au monde agricole retient beaucoup mon intérêt car mes parents sont des agriculteurs. Tout ce qui prend beaucoup de terre pour y mettre du béton retient souvent mon attention. Ouais. Ouais, merci de ces témoignages. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, dans la manière dont on s'engage aussi, ça rejoint souvent des choses qui nous touchent, de notre parcours. Voilà, si nos parents sont agriculteurs, peut-être c'est un sujet, les luttes en lien avec l'agriculture, elles vont plus nous toucher, elles vont nous donner davantage d'élan pour se mobiliser aussi, ou de colère. Mais pour moi, la colère, c'est un vrai vecteur d'élan aussi, et qui n'empêche pas la non-violence. Au Larzac, la victoire repose à la fois sur une lutte ferme de longue haleine et sur une décision du président de la République. Oui, bah oui, oui. Ouais, merci. Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est vrai c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Ça, c'est vraiment il n'y a pas une stratégie, il y a plusieurs stratégies, même dans une lutte. En fait, dans une lutte, il y a plein de stratégies utilisées et c'est l'imbrication de ces stratégies qui font qu'il y a victoire. Et c'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que dans un groupe, il peut parfois y avoir des tensions là-dessus, en fait, sur qu'est-ce qu'on utilise comme stratégie. Et finalement, on se rend compte que c'est plutôt la diversité de ces stratégies-là qui mène à la victoire. Ouais. Et c'est vrai que des fois, le contexte politique est aussi très intéressant parce qu'il y a des hommes et femmes politiques qui peuvent se rapprocher de certaines luttes pour, on va dire, un peu dans des démarches qui peuvent parfois être un peu politiciennes, mais qui, si ça les amène au pouvoir, derrière, ils ont des engagements qui tiennent plus ou moins, mais en tout cas, ça peut jouer aussi dans. Je crois que c'était notamment le cas de Mitterrand au Larzac. Je crois que c'était bien expliqué dans votre dossier. Mm. Qui, que voilà, après être allé plusieurs fois sur le Larzac, etc., une fois qu'il arrive au pouvoir, il n'y a vraiment pas trop de choix, peu de choix que d'annuler Ouais, l'agrandissement de la zone militaire. c'est ça. Mm. Voilà, merci de réagir autant dans le chat. Je suis touchée de voir les personnes s'engager autant dans ces luttes et donner tant d'elles alors même que ça leur coûte et qu'il n'y a pas forcément de victoire. Je pense à Greta Thunberg et toutes et tous ces militants jeunes et moins jeunes qui consacrent presque toute leur vie, leur avenir. Quelque part, ils sont un peu désespérés mais continuent, même sans victoire objective. Je trouve leur persévérance hyper encourageante pour moi m'engager. Peut-être que leur courage et leur persévérance, c'est déjà une victoire énorme. Moi, je n'en serais pas capable, je ne sais pas comment dire. Ben, merci, ça me touche beaucoup ce commentaire. Je plus sois à 100%. Et en fait, tu es presque déjà en train de répondre à la dernière question. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième question. D'après vous, quelles sont les stratégies qui mènent à la victoire? Alors, je sais que j'ai déjà cité des choses, mais enfin, vraiment, allez-y. C'est quoi pour vous les stratégies qui mènent à la victoire? C'est quoi pour vous qui est important pour mener à la victoire? Les premières choses qui vous viennent. Et encore une fois, je pourrais vous partager aussi ce que moi, personnellement, j'en pense. Mais c'est très perso. Le collectif, l'ancrage local, carrément. Mobiliser la population locale. Mais souvent, c'est d'ailleurs la population locale qui est déjà mobilisée, mais c'est vrai qu'il y a des fois des alliances à créer aussi comme ça. La médiatisation, ouais. Bah oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, la médiatisation qui est parfois aidée par exemple, des associations ONG qui ont déjà un peu une ampleur nationale et qui aident à faire connaître la lutte nationalement. Après, ça peut se faire aussi sans cette aide-là, mais ça aide, disons.
Les stratégies non violentes réussissent mieux au final. Ouais, ça c'est ouais. Clairement. Enfin, je pense que c'est une conviction qu'on a aussi à Silence. Le cœur et la radicalité. Est-ce que, Georges, tu veux bien nous dire ce que tu veux dire derrière le cœur et la radicalité? Parce que je trouve ça intéressant et en même temps, je ne sais pas si je vois bien ce que tu veux dire. Convaincre l'opinion publique de la bonne raison de cette lutte, ouais, carrément. Prendre soin de soi, prendre soin des relations dans le collectif, car on sait ou pas que ça va durer. Par exemple, le travail qui relie Johanna Massy. Merci Céline, merci. Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que, enfin, après, c'est un peu le sujet qui m'intéresse beaucoup personnellement, hein, c'est pas forcément, voilà, mais moi, j'avoue que le soin dans les collectifs, il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses à inventer encore là-dessus pour lutter sans se cramer, comme je reprends une phrase que j'ai lue quelque part. La cohésion et le soutien dans le groupe, la joie et l'espoir. Merci Naïma, parce que quand tu dis la joie, moi, ça me fait pousser un bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré, qui s'appelle Joie militante, qui n'est pas forcément facile à lire, mais peut-être il faut le prendre par bout ou le faire en arpentage dans vos collectifs. Mais c'est un bouquin que j'ai trouvé génial sur comment on retrouve de la joie dans nos collectifs et comment on essaye de lutter contre alors, ce que les auteurs-autrices appellent le radicalisme rigide, qui fait parfois qui freine un peu nos actions et crée des tensions dans nos collectifs, qui sont voilà, parfois un peu dommages. Et enfin bref, ce livre est vraiment génial et j'en parle à tout le monde. Donc, voilà. Je crois qu'il faut prendre soin de soi, des collectifs et des autres. On fait ce qu'on peut. Éviter la violence de l'exigence, de l'urgence envers soi, nous. Ouais, carrément. Je suis hyper d'accord avec ça. Se préserver pour tenir sur le temps long. Ouais. L'inclusivité, oui. Bah oui. Ouais, ça c'est sûr. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, dans Silence, on essaye. On a fait un numéro il y a 2 ans, je crois, sur les liens entre les luttes écologistes et les luttes LGBTQI+. Et enfin voilà, c'est hyper, c'est un sujet hyper important. Et bref, encore une fois, je vais dans ton sens. L'inclusivité, c'est vrai que moi, je mets ça derrière, mais l'inclusivité, même, voilà, plus large aussi. Une connaissance approfondie du dossier en question. Ouais, c'est vrai que les militantes, on devient un peu, on est un peu tout d'un coup face à des questions juridiques, etc. On doit tout d'un coup être un peu des experts de certaines choses, enfin voilà, juridiques. Et c'est intéressant la question aussi du statut de la militante, ce que la lutte fait sur nos connaissances. C'est un peu aussi un lieu où on devient un peu experte de certains sujets, quoi. Un peu malgré nous, mais voilà. S'entourer des personnes compétentes sur le dossier en question. J'ai fait un master en développement rural et j'ai trouvé intéressant de voir tous les aspects à étudier. Ouais, super. Des bons conseils juridiques, ouais. J'avoue que moi, ouais, quand on a dû choisir les dates, etc., là, pour notre dossier, tous les termes juridiques, j'ai trouvé ça super dur parce que quand on n'a pas fait du droit, c'est vite un frein. Oui, la joie est un vrai moteur pour se connecter à ce qui nous pousse à lutter pour plutôt que contre et tellement au service. Nicole Lefebvre, une cible claire et atteignable. Ouais, carrément avoir des objectifs clairs et atteignables plutôt que de se mettre des grands objectifs inatteignables, peut-être plutôt une succession de petites victoires qu'on peut atteindre. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'ai une dernière question à laquelle vous avez commencé à répondre. Selon vous, à partir de quand peut-on dire qu'il y a victoire ? C'est une question floue volontairement. Mais voilà, pour vous, à partir de quand on peut dire qu'il y a victoire ?
Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est super subjectif. Mais peu importe, l'idée, c'est que c'est intéressant d'y réfléchir. Quand l'objectif affiché est atteint, oui. C'est très pragmatique, c'est vrai. Quand le projet est annulé, oui. La bataille culturelle, mettre un sujet à l'ordre du jour, gagner l'opinion publique, faire arrêter un projet. Oui. J'ai l'impression que Prune, du coup, tu veux dire un peu les victoires qu'il peut y avoir avant la victoire finale, finalement. Quand il y a une notion de satisfaction chez les militants, carrément. Quand l'objectif est atteint, à condition qu'il ait été bien défini. Si le projet ne sort pas de terre du tout, alors je pense que c'est une grande victoire. Moi aussi, je pense que c'est une grande victoire. Voilà, malheureusement, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours comme ça. Mais on est d'accord que. D'ailleurs, peut-être pour vous dire, l'affiche, nous, elle se focalise sur 3 types de projets. Les projets qui n'ont pas vu le jour, les projets qui ont été abandonnés, et les services publics qui ont été préservés. Il y a 3 types de victoires un peu dans la carte. Quand on a réussi à faire questionner le projet. Les projets positifs dont nous sommes porteurs, oui. Oui, j'imagine que je m'adresse à des gens qui sont sûrement engagés déjà dans pas mal de choses. Est-ce que vous arrivez à bout de votre inspiration? Ah non. Quand les porteurs du projet l'abandonnent et nous rejoignent. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais on doit bien avoir des exemples quelque part sur toutes les victoires. Faut être ambitieux. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est bien, c'est ambitieux. Merci beaucoup pour toutes votre réaction. Moi, ça me donne la pêche de lire tout ça. Ça fait vraiment du bien. J'espère que vous, ça vous fait du bien aussi de penser aux victoires, parce que c'est un peu l'objectif quand même, c'est de ressortir de ces temps-là avec un peu d'énergie. Du moment que des personnes sont touchées, sensibilisées, il y a déjà de la victoire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, je ne sais pas trop à quelle heure on doit s'arrêter, nous, mais... On peut aller jusqu'à 21h, mais on peut... Ok, d'accord. Si tu as d'autres questions, on peut y aller. Bah, Voilà. peut-être que du coup, voilà, si vous avez des questions, on peut faire un petit temps de questions. Avant que des questions arrivent, je peux partager l'un des dessins qu'a fait Étienne merci. pour les 40 ans de silence. Donc, ça va couper ton partage. J'ai fait ça parce que pour les victoires, pardon, je vais mettre ma tête comme ça. Pour les victoires de l'écologie, c'est toujours difficile d'illustrer les victoires. C'est bien plus difficile, bien plus facile d'illustrer le combat, alors que les victoires, c'est plus difficile. Bon, mais c'est le boulot de dessinateur de presse. On préfère quand c'est négatif. Mais bon, donc j'ai illustré les 40 ans de la revue Silence. Voilà. Ah, merci. Et j'ai fait aussi, j'ai envoyé des dessins, je sais pas, on vous les verrez peut-être plus tard, sur l'écologie, et dont un que j'avais fait sur Notre-Dame-des-Landes que je viens de t'envoyer. Je ne sais pas si tu peux le... Je l'avais fait, non, ça c'est Greta Thunberg. Tu n'as pas mis ta caméra. J'ai pas ma caméra. Pardon. Trop bien. Ma caméra ne veut pas. Le principal, c'est les dessins. Voilà. Pourquoi ma caméra ne veut pas démarrer? Non, elle ne veut pas.
caméra. Je ne sais pas pourquoi. Ah, merci, ils sont super. C'est génial. Merci. Non, tu m'as bloqué, donc je ne peux pas avoir ma caméra. Je n'ai Ah, pas. je sais pas. Ah, c'est l'animateur qui m'a bloqué, me dit-on. Ah, c'est quand même, il y a une censure horrible. Ah, Ah, ça y est. Tu as eu ta victoire. J'ai eu ma victoire, une petite victoire de l'écologie. Bon, ben voilà. Eh ben, en tout cas, bravo, merci pour tout ce travail. Et c'est une belle revue pour ceux qui ne connaissent pas Silence. J'ai même fait une couverture, je crois, pour Silence, il n'y a pas si longtemps, sur la désobéissance. ah oui, oui. Ah, mais elle est super, cette couverture. Eh ben, Oui. merci. Oui. Ouais. Ah, merci, je n'avais pas du tout fait le lien. Ouais, Ouais, c'est ça. super. Ouais, merci. Et je vais totalement dans ton sens quand tu dis que c'est pas facile d'illustrer les victoires, parce que nous, on s'en est rendu compte quand on a cherché des illustrations pour le numéro, des photos. Et déjà, il y a... Enfin, encore une fois, c'est lié au fait qu'on ne prend pas forcément le temps de les célébrer, ces victoires, que des fois, en fait, on s'est peut-être aussi cramé dans la lutte. On reste aussi assez... voilà, finalement débité, enfin bref, il n'y a pas forcément de célébration, il n'y a pas forcément du coup de photos, de représentations, et on a vraiment eu du mal à trouver des illustrations, quoi. Mais il y en a quand même. Ben oui. De carnaval notamment récent, où il y a des super photos. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Merci Céline. Merci Étienne. Merci Étienne, hein, qui va nous quitter pour la soirée après 5 heures passées à nos côtés. Waouh. Et 10 dessins. 10 dessins. J'ai une petite info de conclusion, si encore juste. Oui, bien sûr, vas-y. Pour ça. Ok, merci. Mais vraiment, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, et je suis contente que voilà, vous ayez pu réagir aussi dans le chat et que ça a permis un peu d'échanger. Merci beaucoup pour vos contributions. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que comme on était dans le feu de ce sujet des victoires, et ben, on vient de créer une exposition sur les victoires de l'écologie. Donc, c'est un peu le 3e outil qu'on sort là, mais avec la même... il y a des contenus un peu similaires, mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a 11 panneaux d'exposition qu'on a réalisés en partenariat avec Terre de Lutte. Et cette exposition a la vocation à vraiment tourner. Donc, n'hésitez pas, si votre groupe a envie d'organiser une expo, si ça vous paraît intéressant pour un événement. Voilà, l'idée, c'est qu'elle serve. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et ça me permet juste de conclure peut-être sur Terre de Lutte, qui est un collectif qui aide les luttes à se structurer, à avoir des outils, et bientôt aussi qui va aider les luttes à se financer. Donc, ils ont un super site avec plein de ressources. Donc, n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à toi. N'hésite pas à nous dire quand il y a quand cette exposition passe à proximité de Paris. On relaiera pour ceux, même un peu partout, hein, on relaiera pour ceux qui reçoivent notre newsletter. Carrément. Voilà. Ça va être très intéressant. En tout cas, merci pour cette belle affiche et cette belle recension des victoires. Comme ce que tu disais dans le chat, c'est intéressant aussi de célébrer, pas de voir que les endroits où on n'arrive pas à avoir une victoire totale, mais de voir des victoires partielles ou pas qu'on peut obtenir. Oui, merci, ouais. Oui, carrément. À bientôt. Je vous laisse alors. Merci beaucoup Marion. À bientôt. À bientôt.